Ce soir, le thème que j'aborde avec vous est autour de la jalousie dans la relation amoureuse, qui est quand même un vaste sujet qui nous concerne souvent les uns et les autres. Et je vais commencer par dire que je suis concernée par ce sujet à proprement parler, puisque je suis plutôt jalouse, pas trop. Alors, quand on va parler de jalousie, on va dire qu'il y a un curseur. Il y a des gens qui ne sont pas du tout jaloux, zéro jaloux. Il y en a qui sont très légèrement, il y en a qui sont moyennement, il y en a qui sont très, il y en a qui sont très, et jusqu'à la pathologie, où il y a des personnes qui vont tuer par des crimes de jalousie, donc ça existe. Donc il y a vraiment un curseur de 0 à 100. Et donc c'est intéressant aussi de vous situer sur le curseur. Moi, je peux me situer sur moyennement jaloux. Je gère parce que j'ai quand même pas mal appris à gérer et à dépasser ça. Mais je reconnais que j'ai un fond de jalousie qui parfois monte. Et ce qui m'a intéressé sur cette question-là, et que je vais vous transférer, ou ce dont je peux te témoigner, c'est que c'est comment on peut comprendre, comment on peut connaître et comprendre les mécanismes qui sont en jeu de la jalousie et comment ça peut aider soit à dépasser, soit à rester comme ça, mais en tout cas mieux cerner ce qui se passe quand on est en prise avec la jalousie. Parce que c'est quand même souffrant. Il faut dire que être jaloux ou soit être jaloux sur soi-même, c'est souffrant parce que forcément on peut être vraiment de manière très obsessionnelle, être en prise avec la jalousie et donc en souffrir beaucoup. Soit faire souffrir son partenaire parce qu'on lui met la pression, on est exigeant, on est contrôlant, on veut obtenir du changement, bref, ça fait souffrir aussi le partenaire et ça parasite la relation amoureuse pour beaucoup. Donc je trouve très intéressant de pouvoir explorer avec vous les mécanismes qui sont en jeu. Et donc dans cette conférence où je vais faire tout d'abord un exposé sur ce sujet, puis après je vous donnerai la parole dans un deuxième temps si vous avez des questions à poser ou des commentaires ou des témoignages sur vous et votre jalousie. Je suis preneuse, mais plutôt vers la fin. Et donc sur le plan de mon exposé, de ma conférence ce soir, il y a trois points que je voudrais aborder avec vous. Le premier, c'est pourquoi sommes-nous jaloux ? Pourquoi sommes-nous jaloux ? Alors, je vais vous donner 3 éclairages. Après, je verrai avec vous c'est quoi la jalousie ? Et puis, troisième partie qui sera plutôt concernée aux pistes. Comment gérer la jalousie ? Pistes pour gérer, pour dépasser. Donc, si je parle des pistes pour gérer la jalousie, ça veut dire que c'est pas mal d'en souffrir moins. C'est une bonne idée de trouver des pistes pour transcender, dépasser, pour moins en souffrir surtout. Alors, il y a deux branches dans la relation amoureuse. Il y a en tout cas deux modèles que je connais. Le premier qui se targue d'être exclusif et donc qui va dire que la jalousie c'est plutôt pas mal parce que être jaloux c'est une bonne manière de montrer que l'autre est important pour nous et qu'on est important pour lui. Donc ça c'est le modèle traditionnel du mariage avec le modèle exclusif à la clé. Et donc ça fait bien d'être jaloux et surtout ne pas dépasser la jalousie parce que c'est un bien fondé d'être jaloux. C'est une manière d'exprimer qu'on aime l'autre, qu'on y est attaché, qu'on compte pour lui, qu'il compte pour nous, etc. Donc surtout ne pas changer ça. Ça c'est le premier modèle. Moi je suis plutôt dans le deuxième modèle qui n'est pas forcément mieux parce qu'on passe d'un dogme à un autre. C'est bien ou c'est mal. Donc mais on est toujours dans un dogme qui est il est bon d'être jaloux ou il est bon de ne pas être jaloux. Donc j'en reparlerai de ça parce que de toute façon on reste dans un idéal. Donc le deuxième modèle qui est plutôt le modèle non exclusif où là la valeur elle est celle la suivante, c'est qui va prôner la non-possessivité et la liberté. C'est-à-dire si on est en amour pour l'un pour l'autre, ça veut dire qu'on n'est pas possessif parce que si on est possessif, il n'y a pas d'amour.
Voilà, l'amour rime avec liberté et pas avec la possessivité. Donc surtout, ne pas être jaloux, parce que être jaloux est un signe de possessivité, donc personne n'appartient à personne. Donc surtout, il ne faut pas être jaloux. Et si vous l'êtes, eh bien, il faut apprendre à dépasser la jalousie. C'est pour ça que je vais travailler sur les pistes. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train... Enfin, l'idée, c'est pas forcément bon de dépasser la jalousie ou d'être dans l'autre modèle. Il faut, si vous êtes bien avec être jaloux, restez là-dedans. Hein. Si vous avez envie d'apprendre à dépasser la jalousie, il y a des pistes qui sont relatives, mais il y a des pistes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose déjà. Hein. Après, c'est voir qu'est-ce qui vous correspond le plus là-dedans. Est-ce que c'est mieux pour vous d'être jaloux si vous n'en souffrez pas trop et vous trouvez que c'est bien pour vous de rester avec ça, ou plutôt d'apprendre à vous libérer, pas totalement, mais à trouver des pistes pour dépasser, et avoir en tout cas l'intention de dépasser la jalousie, parce que la jalousie rime avec possessivité et rime aussi avec du contrôle à la clé, c'est-à-dire on va chercher à contrôler le partenaire, on va se contrôler soi, et en fait ça part d'une manière inconsciente de vouloir toujours tout maîtriser. Hein. Je me maîtrise, je maîtrise l'autre, je contrôle la situation. Donc à vouloir toujours tout contrôler, on devient obsédé par la jalousie. Quand l'autre commence à avoir du désir ailleurs, où on peut imaginer, ça a beaucoup à voir la jalousie avec l'imaginaire, je vais imaginer et fantasmer que mon objet d'amour a un désir ailleurs ou a une autre relation ailleurs, et du coup je vais me sentir vraiment insécurisée. Donc je vais commencer justement à développer pourquoi sommes-nous jaloux justement. Alors pourquoi sommes-nous jaloux ? Alors déjà, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que la relation amoureuse va réactualiser, bon ça vous le savez peut-être, je vous le rappelle, hein, va réactualiser des éléments du passé, ce qu'on appelle le transfert, qui vient de la psychanalyse de Freud, hein, d'ailleurs. Hein. Mais dans le transfert amoureux, vous allez donc élire un partenaire amoureux, on appelle nous en psychologie un objet d'amour. J'aime bien le mot objet, hein, objet d'amour, hein, c'est bien ça, hein, on élit un objet d'amour qui va être un support de projection de tous les éléments du passé que vous avez vécu dans l'enfance et qui va réactualiser des bons moments, des expériences positives et des expériences difficiles, traumatiques de votre passé. Donc par exemple, ici, avec votre mère ou avec votre père, ou avec un oncle ou je ne sais pas qui dans la famille, vous avez vécu, et notamment souvent c'est avec la mère, hein, vous avez vécu des moments difficiles ou des blessures dans l'enfance par rapport à l'attachement et notamment par rapport à la sécurité. Et donc vous allez transférer ça sur le partenaire du jour. Voilà. On ne peut pas ne pas transférer, on ne peut pas ne pas projeter, on ne peut pas rien projeter sur le partenaire. On va forcément projeter des éléments du passé. C'est pour ça que la relation amoureuse est si complexe, parce qu'elle réactualise sans cesse des blessures du passé. Donc selon comment vous vous êtes attaché dans l'enfance, de manière plus ou moins facile, eh bien, il va y avoir ici des trous de l'attachement et puis des manières sécures ou insécures de relationner avec le partenaire. Et donc, plus il y a eu des moments fragiles ici, et et notamment dans l'archaïque, dans la toute petite enfance, hein, plus il y a eu de peur de ne pas être suffisamment materné, de ne pas être suffisamment rassuré, consolé quand vous étiez mal petit, de ne pas avoir été suffisamment contenu, et bien plus ici vous allez développer les affres de la jalousie, parce que vous allez avoir facilement peur de perdre le partenaire. Le partenaire n'est pas vécu comme un élément sécure. Il est vécu comme quelqu'un qui, a priori, on ne peut pas lui faire confiance et vous allez plutôt développer les affres de la jalousie plus sensiblement que si vous avez été relativement bien sécurisé dans l'enfance, dans la toute petite enfance. Donc c'est intéressant de comprendre ça parce que bien souvent il y a une culpabilité des personnes jalouses
qui se blâment et qui aimeraient bien être autrement, mais qui n'arrivent souvent pas à contrôler la jalousie. Moi, je sais que la semaine dernière, j'étais en crise là-dessus, hein, puisque j'étais avec mon compagnon là, qui est là, et j'étais vraiment en anxiété sur cette affaire-là. Et donc, ce que j'ai pu observer, même sur moi-même, puisque je suis mon propre terrain d'exploration, hein, c'est qu'effectivement, quand je suis en panique de jalousie, c'est que j'ai vraiment des peurs qui se lèvent, sur l'idée, mais c'est une idée, hein, pour l'instant il n'y a rien qui est réel, mais il y a l'idée que je me fais qu'il pourrait désinvestir la relation et investir ailleurs avec quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment une peur, et cette peur parfois elle est pas rationnelle du tout. Pourquoi ? Et ça c'est intéressant de le regarder, parce que selon ce qui a été marqué dans l'enfance, au niveau de notre cerveau, vous savez qu'on a 3 étages. Bon, je fais vite, hein, mais... Donc le premier étage, c'est le cerveau reptilien. Le deuxième, c'est le cerveau limbique ou encore le cerveau émotionnel. Donc le cerveau reptilien, c'est le cerveau des réflexes. Fuite ou attaque, hein. S'il y a danger, la réaction, la réponse, c'est je fuis ou j'attaque. Et si je peux ni fuir ni attaquer, je vais partir dans le figement. D'accord ? Figement, c'est la paralysie, c'est l'inhibition de l'action. Et donc, quand vous êtes stimulé de manière trop forte, si votre partenaire, vous avez l'impression qu'il vous stimule à cet endroit-là, à l'endroit où justement vous craignez de perdre la relation, de perdre l'objet d'amour, donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, il va y avoir un stimulus qui va être donné dans le cerveau reptilien, ça va être vécu comme un danger, c'est interprété comme un danger, c'est pas forcément réel, hein, il n'y a pas de rapport avec la réalité. C'est une interprétation que fait votre cerveau reptilien qu'il y a probablement du danger, parce que quand vous étiez plus petit, vous avez été insécurisé à certains moments de votre vie, et que vous avez peut-être besoin de votre maman, et puis votre maman elle partait ailleurs, ou elle n'était pas là pour vous consoler, ou vous rassurer, ou vous protéger, père ou mère, hein, d'ailleurs. Hein. Et donc ici, il va y avoir un signal d'alarme dans votre cerveau reptilien qui fait que soit vous prenez la fuite, ça veut dire quoi dans la jalousie ? Fuir, ça veut dire, je désinvestis la relation, ça c'est plutôt ma tendance, hein, puisque j'ai l'impression que tu portes un intérêt ailleurs, alors à ce moment-là, je me retire de la scène. Même la semaine dernière, je voulais même me retirer de toutes les conférences sur la relation amoureuse. Je me dis, mais c'est pas pour moi, ça, c'est le bordel chez moi, même si moi je gère pas, alors à ce moment-là, je vais tout arrêter. Voilà, ça c'est le gag. Et puis après, je me suis dit, mais bon, plutôt que de la jouer comme ça, de me retirer de toute la scène, je vais quand même essayer de voir les mécanismes et aborder avec un peu de conscience et voir qu'est-ce qui se passe en moi. Peut-être qu'en regardant ce qui se passe en moi, je peux aider mes prochains à voir qu'est-ce qui se passe aussi pour eux, parce que même si je suis débordée, je récupère vite, parce que j'ai fait pas mal de travail sur moi, donc j'ai quand même une tendance à retrouver mon axe assez facilement et pas me laisser complètement déborder par la jalousie non plus. Voilà. Alors, donc, ça peut être une tendance quand vous sentez vous interprétez, parce qu'il n'y a pas forcément du danger dans la jalousie, hein, c'est souvent fantasmatique. Hein. Donc, soit vous prenez la fuite, c'est-à-dire vous vous retirez et il y a comme une réaction d'avoir envie de partir de là, soit vous avez souvent une réaction d'attaque, c'est-à-dire l'attaque c'est je vais contrôler, je vais exiger que mon partenaire change, qu'il me montre combien il tient à moi et qu'il change son positionnement, quoi. Qu'il s'avère vraiment sécure, qu'en aucun cas il ne va montrer qu'il a du désir ailleurs, qu'il va rester fidèle mais dans le sens exclusif. Et surtout, je ne veux plus jamais entendre que ça se passe autrement. Donc attaquer, c'est vraiment augmenter le contrôle. Et ça, peut-être vous le savez, plus vous augmentez le contrôle sur l'autre, plus vous le fliquez, entre guillemets, plus vous cherchez à obtenir du changement sur lui, plus vous lui mettez la pression, en fait, et plus c'est contre-productif, parce que plus ça le fait fuir. En général, c'est comme ça que ça se passe. En fait, votre intention, c'est de garder le partenaire pour vous, enfin de faire en sorte que oui, qu'il reste avec vous, mais le fait de contrôler et d'augmenter la pression, c'est contre-productif parce qu'en fait, ça le fait fuir. C'est comme ça que vous ne gardez pas le lien, en fait. C'est la meilleure manière de perdre le lien, c'est en exigeant, en étant tyrannique, et en exigeant et en lui imposant votre souffrance et
et votre imaginaire, etc. Donc, trop d'attaques, ça fait fuir le partenaire aussi. La fuite, ça veut dire que vous ne prenez pas votre place, vous cédez votre place, et c'est pas forcément, ça montre aussi quelque part que vous ne tenez pas à lui non plus, hein, vous ne battez pas pour la place non plus. Donc tout ça, mais ce sont des réactions extrêmement instinctives que on ne gère pas vraiment par le moi conscient, par la volonté, hein, ici. Hein. C'est complètement inconscient en général. C'est une petite glande qui s'allume derrière le cervelet, qui s'appelle l'amygdale, qui évalue un danger et qui interprète ça et qui va donner des réactions de fuite ou d'attaque. Et si vous pouvez, si c'est trop stimulant pour vous, en regard à ce qui s'est passé dans votre enfance, qui a été vécu comme insécure, au niveau de l'attachement, hein, s'il y a eu de la négligence, hein, si vous avez eu de la maltraitance, si on ne vous a pas assez encouragé, ici ça va stimuler fort quand le partenaire montre des signes de désir ailleurs. Et donc vous pouvez partir, quand vous pouvez ni fuir ni attaquer, dans la zone de figement, qui est l'inhibition. Alors là, vous êtes comme gelé, hein. Ça fait comme une anesthésie émotionnelle. Vous sentez plus grand-chose, vous êtes à distance de l'autre, le lien, vous êtes presque plus là, quoi. Vous êtes dans une bulle et vous êtes là sans être là, et vous vous anesthésiez émotionnellement. Et ça, c'est un réflexe, hein. Ça veut pas, vous ne le faites pas exprès, il faut voir ça, que ce sont des manières de se protéger du danger éventuel que pourrait représenter la perte de l'objet d'amour. Hein, parce que la jalousie a toujours un rapport avec la perte éventuelle de l'objet d'amour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes pieds et poings liés à l'objet d'amour. Et mon troisième éclairage sur pourquoi sommes-nous jaloux, justement, c'est le surcouplage. Alors on parle d'un surcouplage. Un surcouplage, c'est un lien qui n'a rien à voir avec deux objets, deux éléments. Et là, le surcouplage qui est fait, c'est entre le sentiment probablement de plénitude ou de tranquillité ou de sécurité que vous avez touché à un moment donné avec ce partenaire-là, qui est votre objet d'amour, votre partenaire amoureux, hein, et la sécurité, la tranquillité et la personne, l'objet d'amour, enfin le partenaire. On va appeler l'objet d'amour, bon, ça veut dire la personne qui est avec vous, hein, avec qui vous êtes en amour. Donc vous avez associé ça, ça veut dire que cette personne-là, je l'explique souvent dans mes conférences, mais c'est important ce schéma, cette personne-là qui s'appelle, on va l'appeler Monsieur X, ou Madame Y, vous a fait toucher à un moment donné un sentiment, une sensation, et très souvent c'est souvent physique, hein, une sensation de tranquillité à un moment donné où elle répondait à tous vos besoins. Ça peut être dans le charnel, ça peut être dans le lien, ça peut être dans l'intellect, etc. Mais il y a eu un moment donné où vous êtes abandonné, il y avait besoin vous avez laissé aller les choses, vous avez un sentiment de laisser faire, et donc vous avez touché cette quiétude, cette tranquillité, ou ça peut être aussi une sensation d'être vivante. En tout cas, vous avez touché quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement bon pour vous, qui est lié à ce partenaire à un moment donné, ou à plusieurs moments donnés, et vous avez relié le sentiment ou la sensation à l'objet d'amour. Donc vous êtes pieds et poings liés à la personne. Parce que vous faites pas le lien, vous n'avez pas compris qu'en fait, le lien est une stratégie pour sentir ça. Mais en fait, la seule chose que vous souhaitez, c'est revenir à cette sensation goûteuse, qui est la sensation de plénitude, de plein, de tranquillité, ou alors d'intensité vivante, quelque chose comme ça. Et donc, il vous faut le partenaire pour toucher ça. Vous avez couplé les deux éléments qui n'ont rien à voir, parce que si vous découplez, c'est-à-dire si vous séparez cette sensation de l'objet d'amour, bah vous allez avoir des pistes, hein, vous allez commencer à trouver des pistes. C'est comment je peux couvrir ces sensations, ces besoins de plénitude, de plein, de tranquillité, autrement qu'en passant par cette personne-là. Sinon, vous êtes pieds et poings liés à la personne. Et donc jaloux de chez jaloux, puisque effectivement vous mettez oui, vous êtes dépendant de cet objet d'amour pour vous faire sentir ça. Donc il vous faut toujours et encore plus de cet objet d'amour, et donc plus la personne montre des signes d'intérêt ailleurs, plus vous pensez que vous allez perdre non seulement la personne, mais surtout ce qu'elle vous a fait toucher, qui est extraordinaire.
et dont vous ne savez pas vous passer, vous n'avez pas d'autres biais pour trouver ça de manière différente. Donc ça vous crée une dépendance. Donc ça c'est important de le comprendre, hein. Et c'est pour ça que je dis toujours que tout ce qui concerne la jalousie a trait avec des peurs vraiment très très... Quand vous êtes très fort en contact avec la jalousie, c'est qu'il y a des très fortes peurs qui se lèvent, et notamment tout ce qui est en lien avec une insécurité primaire, comme un tout petit enfant qui ne peut pas gérer, hein, qui se sent perdu, seul au monde, et qui est atterré à l'idée du vide existentiel, et il a besoin de se raccrocher à un partenaire. Là, pour le bébé, c'est normal, c'est sa mère, parce que le bébé est dépendant de la mère. Mais quand on est grand, normalement, on devrait sortir de là. Mais ça renvoie tellement à ces expériences de l'enfance que parfois on est débordé parce que ça se réactualise à l'âge adulte à cause du transfert. On va transférer tous ces éléments du passé et on ne peut pas ne pas transférer à l'âge adulte. Mais on ne se rend pas compte qu'on transfère. On croit que c'est normal, en fait non, on transfère plein d'éléments de notre petite enfance sur aujourd'hui notre partenaire amoureux qui est un substitut des imagos parentaux. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Bon, ça c'est la première chose que je voulais vous expliquer. Pourquoi sommes-nous jaloux ? Alors effectivement, le curseur est plus ou moins fort selon ce que vous avez vécu dans l'enfance, hein. Par exemple, ceux qui sont vraiment à 2 doigts de tuer par jalousie, c'est que l'insécurité, elle est majeure, quoi. C'est que vraiment, à l'idée de perdre le partenaire amoureux, c'est comme si toute la vie s'effondre. C'est comme si tout le focus est mis sur l'autre au lieu d'être mis sur soi, hein. C'est vraiment une dépendance très très forte d'une et une seule personne. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Alors, c'est quoi la jalousie ? Donc, j'ai repris la définition dans le dictionnaire, hein. Alors, je vais vous la lire parce que je ne la connais pas par cœur. Donc, c'est une émotion secondaire de pensée et de sentiment, d'insécurité, ce que j'ai dit, de peur et d'anxiété, de perte anticipée, de valeur personnelle. Donc effectivement, de perte anticipée, c'est-à-dire que la personne va anticiper la perte de l'objet d'amour. Mais pour l'instant, en général, c'est pas forcément probant, hein. C'est pas parce que elle a du désir, etc., que forcément elle quitte la relation. Mais il y a vraiment un imaginaire qui se met en route que la personne va commencer à anticiper l'idée qu'elle puisse partir. Et rien que l'idée qu'elle puisse partir, c'est juste pas tenable. Voilà. D'où après les réactions d'attaque, de fuite ou de figement, hein. Alors, il va y avoir un mélange de colère, de frustration, de tristesse et de dégoût. Et ça va avec la fascination et avec la peur de ne plus posséder l'autre. Il y a une fascination d'objet d'amour, hein. C'est ce que je disais, c'est qu'il ne peut pas y avoir de jalousie s'il n'y a pas fascination pour la personne. C'est comme si vous étiez vraiment complètement envahi et tout votre champ de conscience devient envahi par cette personne et par qu'est-ce qu'elle fait avec l'autre. Et ça, c'est curieux comme mécanisme parce que c'est très obsessif. C'est-à-dire pour les gens qui sont jaloux, et moi je l'ai vu pour moi la semaine dernière, c'est incontrôlable. C'est-à-dire vous êtes ce qu'on appelle les obsessions compulsives, c'est que vous ne contrôlez pas les pensées et les images qui viennent à vous. Elles affluent sans que vous puissiez contrôler quoi que ce soit. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que les personnes jalouses sont très mal à l'aise et elles se culpabilisent avec ça, parce qu'elles ne contrôlent pas leur imaginaire. Parce que ces pensées de l'autre et du partenaire, etc., affluent sans qu'elles puissent gérer ça. Donc en plus, elles s'en veulent de pas contrôler ces images. Donc c'est encore plus souffrant parce que non seulement il y a la blessure de la jalousie, mais il y a en plus l'ego, hein, la blessure de l'ego qui se dit mais j'arrive pas à contrôler. Ben non, vous n'arrivez pas à contrôler parce qu'il y a une telle fascination pour l'objet d'amour, à l'idée de perdre l'objet d'amour, que du coup ça devient une priorité des priorités et ça envahit tout le champ. Et du coup, je vois des personnes qui n'arrivent plus à travailler, qui n'arrivent plus à gérer un quotidien, tellement elles sont envahies par ces affaires de jalousie, avec énormément d'anticipation dramatique et négative, comme si tout allait s'effondrer si elles perdent cette personne-là.
Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est pour ça que c'est fou, parce que dans la réalité, s'il y a vraiment des investissements, c'est-à-dire si votre partenaire trouve quelqu'un d'autre et qui quitte le lien, au pire, ça c'est au pire du pire, hein, eh bien la souffrance s'arrête du jaloux. Au moment de la séparation, bon après, il faut gérer le deuil de la séparation, mais en général, elle est bien mieux après, quand elle n'a plus personne, quand elle redevient célibataire, parce qu'elle n'a plus affaire avec ces affres de la jalousie, et elle retrouve son axe. C'est curieux, hein? Alors que pendant qu'elle est jalouse, elle en souffre à l'idée que l'autre la quitte, mais finalement, c'est mieux quand il part, ou quand la personne la quitte. Elle se sent mieux, finalement. Donc, c'est typiquement des personnes qui vont éviter des fois de retourner à une relation, tellement il y a de la souffrance à la jalousie, à l'idée de perdre l'autre, comme si ça tout s'effondre, si d'un coup, il y a rupture de l'objet d'amour. Et donc, on voit combien c'est des mécanismes qui renvoient à l'archaïque, à la toute petite enfance, comme si maman disparaît de ma vie, je ne survivrai pas. Hein. Et donc ces réflexes sont liés à la survie, attaque, fuite ou figement, sont effectivement liés à des modes de survie, puisque c'est le cerveau reptilien et le socle de la sécurité ici. Hein. Le cerveau limbique vient plus tard, hein, il se formalise plus tard, il s'élabore plus tard, et donc la première chose, c'est les mécanismes de survie du cerveau reptilien. C'est pour ça que la jalousie a à voir avec notre cerveau reptilien, l'évaluation d'un danger potentiel. Et c'est pour ça que vous avez du mal, pour certains, à vous en débarrasser. L'intention, des fois, ne suffit pas, même si elle est bienvenue, mais l'intention de dépasser la jalousie, souvent, ne suffit pas à cause de ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Laborite, lui, qui est le professeur Laborite, qui a d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle L'éloge de la fuite, hein, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui est très intéressant. D'ailleurs, lui, il prône l'intérêt de fuir la relation quand c'est trop souffrant. Ben, lui, il disait qu'il n'y a pas de pulsion de jalousie, il n'y a pas de pulsion d'instinct, ni d'instinct de propriété. On ne cherche pas à être possessif, il n'y a pas un instinct de possessivité, ça n'existe pas, mais c'est plutôt un évitement de la douleur. C'est-à-dire la jalousie nous permet d'éviter la douleur de la perte du lien. Donc comme on aime le plaisir et on n'aime pas le déplaisir, on va fuir le déplaisir. Si on commence à imaginer que l'autre va nous quitter, eh bien on préfère devenir jaloux, enfin c'est ce qu'il dit, hein, de manière à sortir de la douleur, de la souffrance, etc. Tout sauf imaginer que l'autre nous quitte, quoi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire encore sur la jalousie? Donc ça a à faire avec la possessivité. Donc ça a à faire avec le fait de vouloir posséder l'autre, hein, pour soi, c'est-à-dire de le retenir, de le garder pour soi. Donc ça a à voir avec le contrôle, ça a à voir avec le fait de vouloir maîtriser et contrôler les situations. Et plus on est traumatisé, plus on a eu des traumatismes petit T, grand T, plus on s'est senti impuissant dans plein d'événements, et donc plus on a envie de maîtriser, de contrôler tout et n'importe quoi, soi, les autres, le monde, les situations, etc. Et on ne fait pas exprès d'être comme ça, c'est vraiment en lien avec les expériences traumatiques qu'on a vécues. Parce que quand on vit un moment traumatique, petit T ou grand T, eh bien on se sent vraiment impuissant. On n'a pas le contrôle. Et donc, très souvent, on ne peut ni fuir ni attaquer. Donc, du coup, on décide à ce moment-là, évidemment, ce n'est pas conscient, mais on décide que plus jamais ça nous arrivera et on va décider de maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Donc, dans la relation amoureuse qui présente des enjeux affectifs extrêmement forts, très souvent, c'est là que ça va se réactualiser, toutes ces histoires-là. Beaucoup plus que par exemple dans le travail. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise dans le travail que dans la sphère affective et sentimentale, parce que ça réactualise toutes les blessures du passé, et notamment les enjeux affectifs, les enjeux de l'attachement. Hein, et c'est pour ça que je vais essayer de contrôler mon partenaire, je vais essayer de me contrôler, etc. Tout ça, ça se vit beaucoup dans les affres de la jalousie. Possessivité, contrôle, et c'est souvent en lien avec un attachement exclusif et fort, et un excès d'attachement qui fait que est mis en ligne de mire la personne qui occupe tout le champ, hein, et c'est aussi un surinvestissement
de l'objet d'amour. C'est-à-dire que si vous surinvestissez prioritairement la relation amoureuse et la personne, ça veut dire que il n'y a plus de place pour autre chose. C'est-à-dire que vous manquez d'investissement de d'autres centres d'intérêt. On va dire ça comme ça. Je sais pas, enfin moi je peux parler de moi, je sais que personnellement depuis que je suis jeune, très très jeune, j'ai toujours priorisé la relation amoureuse sur toutes les autres sphères de ma vie. On va savoir pourquoi, je sais pas, c'est un peu mystérieux pour moi, mais c'est comme ça, ce qui fait que même si j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai mené une vie familiale, des enfants, enfin plein d'autres sphères m'intéressent, mais j'ai mis en priorité ma vie sentimentale et amoureuse. Donc ce qui fait qu'effectivement il y a de la jalousie à la clé puisque j'ai surinvesti cette sphère-là. Elle m'intéresse, je suis passionnée par la relation amoureuse, je la vis à fond, elle m'intéresse aussi en termes de questionnement, d'exploration, mais du coup je note que si je surinvestis, quand je surinvestis et que je priorise la relation amoureuse au détriment d'autres centres d'intérêt, alors à ce moment-là, forcément, il peut y avoir de la jalousie à la clé beaucoup plus fort que si j'investis d'autres centres d'intérêt dans ma vie. Et seul le bébé est mono-investissement, parce que le bébé est dépendant de maman. Donc lui, c'est normal qu'il soit mono-investissement. Mais les adultes qui sont mono-investissement, c'est curieux. C'est-à-dire qu'il y a un manque de placement de l'intérêt sur d'autres centres, d'autres activités, d'autres personnes, d'autres sphères qui pourraient s'élargir, mais auxquelles vous ne consacrez pas d'intérêt. Donc ça, c'est à regarder. Hein, si je suis tellement fascinée par mon objet d'amour à tel point que j'ai tout le temps peur de le perdre et que je deviens très jaloux, c'est que quelque part, probablement, je manque d'intérêt, de centre d'intérêt ailleurs. Je surinvestis la relation amoureuse et le partenaire. Et donc du coup, il est complètement envahissant, hein, c'est-à-dire que je suis complètement envahie par tout ce qui se passe autour de la relation et tout devient extrêmement enflammé rapidement. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de regarder, ce qui va donner une des pistes d'ailleurs, qui est que moi j'appelle équilibrer les sphères de votre vie. Alors, est-ce que vous êtes déjà interrogé là-dessus d'ailleurs, hein? Quelles sont toutes les sphères de votre vie qui vous intéressent, où vous mettez votre attention? Alors, je vais vous les citer, hein, comme ça vous pourrez les répertorier. Il y a effectivement la sphère, on en parle, hein, sentimentale et amoureuse, c'en est une. Hein. Bon, mais il n'y a pas que celle-là. Vous avez la sphère professionnelle, de réalisation professionnelle. Alors parfois elle est quand même importante parce que vous passez quand même en général beaucoup de temps, hein, on passe beaucoup de temps dans le travail. Donc est-ce qu'elle est suffisamment nourrie cette sphère? Est-ce que des fois elle est surinvestie aussi, mais parfois elle est sous-investie, hein. Donc voilà, et est-ce qu'elle vous donne du plaisir? On a la sphère, il y a d'autres sphères, hein, la sphère familiale avec les enfants, la famille, voilà. On peut avoir aussi la sphère intellectuelle. Est-ce que vous nourrissez, est-ce que vous investissez la sphère intellectuelle? On peut trouver aussi la sphère spirituelle. Hein. Est-ce que c'est un centre d'intérêt pour vous? Vous y trouvez aussi de la nourriture, de l'intérêt, etc. Est-ce que... alors qu'est-ce qu'il y a encore comme sphère? La sphère de la créativité aussi, hein, pour les gens qui sont artistes ou qui développent de la créativité. Ça, c'est une sphère qui permet beaucoup de transmuter toutes les souffrances et de les alchimiser pour les transformer et les transcender. Hein. Il y en a d'autres? Le social. La sphère, oui, si vous avez des sphères où vous investissez des centres d'intérêt pour développer du social, etc., faire quelque chose d'humanitaire et tout ça, hein, il y a ça aussi. L'amitié, oui, j'avais oublié celle-là. Je l'avais noté, mais j'avais oublié. Donc la sphère amicale, hein, tout ce qui concerne l'amour-amitié. Et donc, plus vous élargissez votre réseau, effectivement, et votre réseau affectif, et moins vous mettez au centre une et une seule relation aussi. Hein. Donc toutes ces sphères, regardez si vous les tenez en équilibre. Quelles sont celles qui sont surinvesties, et donc quelles sont celles qui sont désinvesties? Mais oui, et quelles sont celles qui mériteraient d'être investies davantage? Parce que si vous les investissez davantage, à ce moment-là, ça veut dire que la sphère amoureuse, si elle pose tellement de soucis, si elle vous met tellement en souffrance par la jalousie, ça veut dire que d'autres sphères sont désinvesties et qu'elles mériteraient votre attention. Ça ne va pas tout régler, hein. Là, je suis en train de vous donner des pistes qui sont des pistes dans le relatif.
C'est-à-dire dans le relatif, c'est-à-dire sur le plan de ce que j'appelle moi, j'aime bien, je le dis comme ça, hein, avec mes mots à moi, de l'aventure terrestre. Parce que moi, je vis ça comme ça. Je me vis comme une exploratrice de ce passage terrestre, avec un intérêt pour la question de quel est le plan de vie et qu'est-ce que je fais là et pourquoi nous sommes là. Et donc dans ces questions-là, ce que je peux remarquer, c'est qu'on est limité, on a des limites, on est imparfait, on cherche toujours l'absolu, on cherche toujours à être parfait, on cherche toujours l'amour parfait, on cherche toujours, on a des quêtes, des rêves idéaux sur nous-mêmes, sur les autres, etc. On cherche à faire vivre l'amour. Mais sur le plan du relatif, je peux vous donner du relatif, c'est-à-dire de nous imparfaits, nous des êtres limités, je peux vous donner que des pistes relatives. Hein. Donc tout ça, ça ne va pas régler de manière parfaite le problème de la jalousie. Ça vous donne des pistes et des éclairages pour gérer un peu, pour ne pas être débordé, etc. Mais seule la piste de l'absolu réglera définitivement le problème. Et la piste de l'absolu, c'est quoi? Eh ben, c'est le retour à l'unité. Bon, donc ça c'est l'absolu, mais donc c'est quand même intéressant de le noter. Hein. La piste de l'absolu, c'est le retour à la voie mystique, c'est-à-dire avant notre naissance et après la mort, on va retourner à l'unité, au un, à l'océan. Et donc là, il n'y a plus de problème, parce que quand vous êtes en relation avec le divin, avec l'absolu, il n'y a plus ce sentiment de séparation, il n'y a plus besoin de se compléter par l'autre, et donc ça règle tout le problème. On ne va pas souffrir de jalousie, puisqu'on est en lien avec l'universel, et on est dans ce qu'on appelle la ce fameux espace de tranquillité, l'océanique, et on est relié à tout ce qui est, et donc on n'a plus besoin de se compléter, on n'est plus séparé de rien du tout. Donc quand on est dans l'absolu, effectivement, à ce moment-là, et quand vous le touchez d'ailleurs, vous êtes dans cet amour universel. Mais dès que vous retombez dans le plan relatif, dès que vous jouez le jeu de la relation amoureuse avec un partenaire, vous revenez dans le relatif. Et donc dans le relatif, même si on est des êtres divins, parce qu'on est formaté, on vient de l'absolu, et on y retournera d'ailleurs, hein. Et donc on est formaté pour faire l'amour, on est formaté, si on a des organes sexuels, on est formaté pour s'aimer, on est fait pour ça. Et en même temps, on est limité. Donc la question de l'amour pur et de l'amour inconditionnel ne peut se vivre que dans l'agapé, ne peut se vivre que dans l'absolu. Alors on peut le toucher parfois dans la relation amoureuse, hein, par moment, par instant, comme ça, les touches. Voilà. Et notamment, moi je sais que je touche dans la relation charnelle, quand il y a la communion charnelle, il y a des moments comme ça qui peuvent être touchés, ou de retour à l'unité, on appelle des états d'expansion de la conscience, des états modifiés de la conscience, où on retourne à l'unité. Mais je ne suis pas dupe, je sais très bien que quand je touche ça, je le touche avec un objet d'amour qui me révèle, qui vient me révéler ça, hein, c'est une porte d'entrée du mystique, mais en même temps, on reste dans le relatif ici. Je touche des moments d'unité à deux, de complétude, comme ça, mais je ne vais pas y rester, quoi. Parce que dès qu'on va défusionner, je vais me retrouver sur le relatif, sur le plan terrestre. Et je vais me retrouver avec mes limitations, et avec ces limitations. Et donc, ces moments-là vont disparaître. Et c'est OK si je l'accepte. C'est pas OK si je veux toujours rester dedans, en me disant je devrais retourner, c'est tellement jouissif d'être dans la béatitude que je veux rester dans l'absolu, sauf qu'on ne peut pas rester dans l'absolu. Mais par contre, ça peut être intéressant de jouer le jeu de la relation amoureuse. On dit toujours comment je peux être de ce monde sans être de ce monde. C'est-à-dire comment je peux jouer le jeu tout en sachant qu'il n'y a pas d'absolu possible, que par certains moments on peut le toucher, mais que l'absolu n'existe pas, que tout n'est qu'illusion, hein, et même le fait de parler d'amour, quand votre partenaire vous dit je t'aime, ou quand vous lui dites je t'aime, on entend bien souvent ces mots, hein, mais c'est bien de les dire. Hein. Si vous jouez le jeu, dites-le quand vous le sentez. Mais notez que derrière, très souvent, quand la personne vous dit je t'aime, il y a, entendez, traduisez je te veux, ou traduisez aime-moi, ou traduisez je veux prendre, je veux recevoir, ou traduisez aussi tu es en train de répondre et de satisfaire à mes besoins. Et donc je suis heureux et je t'aime. Le je t'aime, c'est tu réponds à mes besoins, je suis satisfait, je suis dans la plénitude maintenant, parce que tu nourris certains de mes besoins. Et donc je peux t'aimer. Mais c'est de l'amour conditionnel. Je t'aime si tu es comme ça, si tu nourris mes besoins.
Mais si jamais vous vous rendez compte que vous ne nourrissez pas certains de ses besoins, ce partenaire, eh bien, il va peut-être plus vous aimer. Et l'amour inconditionnel, l'amour universel, ne peut être touché que dans l'absolu. Donc, c'est peut-être pas la peine de vous casser la tête avec ça. Est-ce qu'on peut s'accepter limité et imparfait, et donc d'accepter notre niveau d'amour inconditionnel, tout en jouant le jeu? Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de la relation amoureuse, parce que d'un coup, vous avez compris que tout est relatif, et que tout n'est qu'illusion quelque part, l'illusion d'amour. Mais peu importe. C'est important et c'est souhaitable de jouer le jeu. Et je développerai ça un peu plus tard, parce qu'il n'est pas question de se priver de l'aventure terrestre, puisqu'on est fait pour ça, on est formaté pour ça, et qu'on vient d'y qu'on vient tourner. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas y aller et de ne pas jouer ce jeu. Donc, la piste 1, c'était équilibrer les sphères. Alors là, c'est sur la piste relative, équilibrer les sphères de votre vie, pour ne pas surinvestir le partenaire amoureux et la relation amoureuse. La deuxième, c'est des moments de retour à l'absolu que vous pouvez toucher dans le seul à seul aussi. Et oui, si vous êtes vraiment très très jaloux, quelque chose qui va vous aider aussi bien souvent, c'est le retour à soi. C'est arrêter de chercher à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, de toute façon, comme c'est relatif, vous allez répéter des schémas et des schémas liés à la petite enfance, à l'insécurité, etc. Vous allez vous perdre là-dedans. Donc, une des pistes pour retrouver son axe, se recentrer, c'est de revenir à soi, dans le seul à seul, et de toucher des instants ou des moments de paix intérieure, par la méditation par exemple, ou par ce que vous voulez, des stratégies que vous avez trouvées, pour toucher ces moments de paix et qui ne dépendent de personne. Donc en fait, l'idée, c'est prendre soin de soi, retourner vers soi, pour trouver son axe, retrouver son centre. Parce que quand vous êtes très jaloux, vous êtes complètement décentré, vous êtes hors de vous. Vous êtes penché sur l'autre au lieu d'être penché sur vous. Et vous cherchez une solution à l'extérieur de vous qui ne viendra jamais. Donc c'est vraiment important à ce moment-là de faire un mouvement de retour sur soi, déjà pour prendre soin de ses blessures. Je prends soin de mon enfant intérieur qui en ce moment est en souffrance parce qu'il réactualise les blessures de l'enfance et donc il est malmené, donc il est insécurisé. Donc comment je vais m'aimer, comment je vais développer mon amant intérieur, comment je vais prendre soin de moi, être une bonne mère pour moi à ces endroits de mes blessures et accueillir cette jalousie, reconnaître que bah oui, je peux être jaloux, sauf si vous êtes criminel, il faut vous faire maman soigner, mais sinon si vous êtes un peu jaloux, vraiment prendre soin de vous à cet endroit-là, au endroit où vous êtes mal, quoi. Prendre soin de votre blessure propre, quoi. Ça c'est vraiment important, pensez vos blessures comme le ferait un bon parent pour vous-même. Et puis en vous recentrant, essayez aussi de revenir à cette paix, une forme de paix que vous pouvez toucher qui est indépendante de quiconque et justement qui vous apportera une forme de sécurité intérieure que vous garderez à toujours, même quand vous êtes malmené à l'extérieur selon les situations, les épreuves, il y aura une forme de tranquillité intérieure qui se sera avérée, une forme de solidité, de sécurité intérieure, qui sont vos bases et votre consolidation intérieure. Donc ça, c'est à rencontrer et à cheminer avec cette recherche-là. Ça, c'est pour la piste de l'absolu, et puis de savoir prendre soin de soi, c'est vraiment important. Une autre manière de gérer aussi la jalousie, qui se fait de manière extrêmement instinctive, je vous la pointe parce que bien souvent vous savez, vous n'êtes pas conscient que vous faites ça, mais la plupart des personnes jalouses le font sans le savoir, c'est de déprécier, de dévaloriser le rival. Oui. Puisque la jalousie, ça a à faire avec la compétition et la rivalité pour une tierce. Et bien souvent, c'est pour ça que la tierce, à force de mettre votre attention sur la personne rivale, elle envahit le champ de l'imaginaire, elle envahit le champ, elle envahit la scène amoureuse. Bien souvent, c'est ça que vous voyez apparaître, c'est qu'à force de parler de la tierce personne imaginaire ou réelle, à force de la nommer, de la visiter, d'en parler à votre partenaire, elle apparaît sur le champ de la scène amoureuse, elle apparaît tellement que au cas où le partenaire n'y avait pas pensé, il y pense maintenant. Donc, plus vous en parlez, plus vous la faites apparaître dans votre champ de conscience,
Et plus elle prend de la place, et plus elle devient réelle. Plus vous amplifiez la réalité. En fait, plus vous nommez, et plus vous amplifiez l'histoire. Hein. Et du coup, ça devient vraiment un problème. Parce que des fois, même si le partenaire, des fois, souvent il peut avoir du désir ailleurs, mais il n'a pas forcément l'idée de vous quitter, il n'a pas forcément l'idée de disparaître, de changer quelque chose dans la relation, mais à force d'en parler, de vouloir contrôler, de vouloir faire en sorte que ça change, et d'imaginer sans cesse des scènes où il irait voir ailleurs, etc., et du coup vous la faites apparaître sur la scène amoureuse. Et du coup vous amplifiez, vous amplifiez, vous amplifiez, et c'est souvent ce qui fait fuir le partenaire, c'est qu'on lui donne des idées pour aller voir ailleurs. Parce qu'à force d'en parler, il se dit oh, c'est peut-être pas une mauvaise idée finalement, puisque tu parles de Colette et que Colette finalement tu la trouves très jolie. Je l'avais pas vue, mais maintenant que tu me le dis, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est pas vrai. Je vais peut-être m'y intéresser parce qu'elle est tellement intéressante. Voilà. Donc ça c'est aussi ce que je suis en train de vous raconter, c'est le fait de mettre son attention dessus, hein, amplifie toujours et encore plus. Et une des manières de gérer ça, c'est aussi de moins mettre votre attention sur cette personne. Et instinctivement, ce qu'on fait quand on met son attention sur le rival, c'est de déprécier le rival, de dévaluer le rival. C'est-à-dire qu'on va se comparer. Hein, donc il y a très souvent, comme on est en compétition avec le rival pour l'objet d'amour, pour le garder, cet objet d'amour, donc on va se comparer au rival, ou à la rivale. Alors en général, quand on est jaloux, les personnes, elles se comparent en moins. En vrai, elles ne se pas comparer en plus. Oui, une des manières de gérer la jalousie, bien souvent instinctivement, c'est de déprécier le rival. C'est de dire, ah oui, mais il est moins que moi. Il est moins bien que... et t'as vu comment elle n'est pas jolie celle-là, ou voilà. Alors, moi, je fais ça aussi. Hein, donc de temps en temps... Mais selon mes critères et mes valeurs, parce que pour moi, mais c'est idiot, parce que pour moi c'est ma manière de voir les choses. Hein. Je lui dis, oui, mais alors, donc tu as une relation avec elle, parce que nous on en pouvait, hein, donc tu as une relation avec elle, d'accord, mais tu vois, elle est jolie, d'accord, mais elle n'est pas très intelligente, parce que pour moi l'intelligence c'est super important. Ce qui ne veut pas dire, en plus je me dis, mais c'est ridicule, parce que si ça se trouve, mais oui, parce que si ça se trouve, lui, il peut n'avoir pas du tout cette valeur-là. Il peut aimer les femmes jeunes et jolies et partir avec une fille jeune et jolie. C'est pas forcément intelligente. Mais oui. Mais bon, ma manière de gérer la jalousie, instinctivement, c'est de déprécier le rival en disant mais oui, mais bon, elle est moins intelligente, t'as vu, mais comment tu fais pour relationner avec quelqu'un qui est aussi neuneux que ça, etc. Donc ça, c'est des manières instinctives qui sont... peut-être on peut les juger puériles, mais c'est des manières, des stratégies défensives. Hein, c'est pour se protéger, c'est ce que j'appelle des stratégies défensives pour gérer la jalousie. Ça marche ou ça marche pas, mais instinctivement c'est ce qui sort de notre chapeau quand on ne sait pas gérer, quand on est débordé, on ne sait pas comment faire. Donc comme il y a cet instinct de comparaison, et notamment d'avoir peur de se comparer en négatif par rapport à l'autre, donc on va se mettre au-dessus. Parce qu'effectivement, au départ, on va se comparer au-dessus, parce qu'on a peur de perdre notre objet d'amour. Donc ça veut dire qu'on imagine que le rival est mieux que nous. Hein, donc on se met en général en moins, et donc pour gérer, on va se mettre en plus. Pour gérer. Déprécier, d'évaluer, ça a toujours été une manière pour gérer le fait de ne pas atteindre notre objectif. Voilà. On fait ça, on a toujours fait ça, et je pense que c'est vraiment instinctif de déprécier comme ça. Et on le voit souvent sur le champ de la relation amoureuse. Ça aussi à voir, cette histoire de déprécier, ça aussi à voir avec l'estime de soi. Hein. Plus on a une estime de nous-mêmes fragile, et plus on va se comparer à autrui. Et on va se comparer en général en négatif, en moins que l'autre. Nous on est moins, on n'est pas OK, et l'autre il est OK plus. Donc ça c'est le concept que je reprends ici, c'est le concept d'analyse transactionnelle des positionnements de vie, que vous pouvez trouver dans pas mal de bouquins d'analyse fonctionnelle, où justement la position OK moins, OK plus, moi je suis OK moins, toi tu es OK plus, c'est une tendance de certains profils de personnalité qui vont se positionner comme ça, en général, avec pas mal d'autres. Hein. Et donc c'est encore plus facile de faire ça sur le champ de la relation amoureuse. Je me mets en négatif et je mets le rival en positif. Et donc je surestime le rival et moi je me minimise.
Et donc je commence à reconnaître que mes défauts au lieu de voir mes qualités, et je me dis, forcément l'autre est mieux que moi. Mais qu'est-ce quand j'en sais que l'autre est mieux que moi? Qu'est-ce que j'en sais? Si ça se trouve, c'est pas vrai du tout. Et après, je vais me raconter que forcément mon partenaire va passer des moments bien mieux qu'il ne passe qu'avec moi. Mais qu'est-ce que j'en sais qu'il passe des moments extraordinaires avec l'autre? Qu'est-ce que j'en sais? Je me raconte un film. Hein. J'en sais rien, moi. Si ça se trouve, il a une histoire, même une histoire sexuelle ou amoureuse, etc., qui peut être plate. Alors que quand je suis jaloux, je me raconte que forcément, ce qu'il vit est extraordinaire. C'est forcément mieux que ce qu'il vit avec moi. Mais qu'est-ce que j'en sais? Donc on a cette propension à se faire des films, mais ça part d'une estime de soi souvent qui est assez fragile, et de ce besoin de se comparer, et en général de se comparer négativement par rapport à quelqu'un. Autre chose dont je voulais vous parler, pour les pistes, c'est aussi travailler sur l'image de soi. Hein, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que décider de ne pas être jaloux, de dépasser la jalousie, ça va générer un idéal de soi. C'est-à-dire qu'on va fabriquer une image idéale de soi, puis moi je connais, parce que je suis la première là-dedans, à dire mais moi je ne veux pas être jalouse, enfin je veux être le moins possible jalouse. Évidemment je suis envieuse de ceux qui sont zéro jaloux, mais bon voilà, c'est pas moi. En tout cas pas tant que ça. Et du coup, je ne supporte pas de me voir jalouse. C'est-à-dire que je suis en conflit avec une partie de moi qui est assez narcissique d'ailleurs, hein, qui défend un idéal qui est noble, qui est l'idéal de ne plus jamais être jaloux. Évidemment, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire moi je décide de travailler sur moi et de ne plus jamais avoir à faire à ça, parce que c'est pas joli. C'est pas joli sur mon image de marque de dire que je suis possessive. C'est plus joli de ne pas être possessif que d'être possessif. Donc je vais bâtir une construction sur moi-même qui est une illusion d'optique aussi, hein, parce que je me veux parfaite à l'endroit où je suis imparfaite. Et que de quoi que je fasse, je serai toujours imparfaite. Ah. Ben oui, ce qui ne veut pas dire ne pas dépasser la jalousie, hein, mais ce qui veut dire qu'il faut se rendre compte que quand vous avez bâti un dogme qui est je ne veux pas être jaloux, c'est mal d'être jaloux, c'est aussi un idéal de vous que vous avez dressé sur vous-même, et que vous luttez contre une partie de vous-même, vous luttez contre vous-même sur le fait qu'il y a un endroit qui est insécure en vous et qui dit oulala, j'ai peur de perdre l'autre, et l'autre qui dit surtout ne pas être jaloux, c'est mal d'être jaloux, mais j'y arrive pas. Et surtout, vous ne reconnaissez pas que vous avez dressé cette image idéale de vous-même. Donc vous luttez encore, c'est de la souffrance, rajoutez de la souffrance. Parce que non seulement il y a la blessure de la jalousie, mais il y a la souffrance de ne pas y arriver à ne pas être jaloux, à ne plus être possessif. Donc, ce qui est important, c'est d'accueillir toutes ces parties de vous, d'accueillir et de traiter les parties les unes derrière les autres. La première qui est la partie insécure, hein, la partie primitive de la petite enfance, qui est réactualisée sur le devant de la scène quand il y a menace de perte de l'objet d'amour, mais aussi cette partie qui se veut noble, qui est cet idéal du moi, je veux être parfaite, je ne veux pas être possessif, parce que Spinoza disait très bien d'ailleurs que aimer, c'est se réjouir de l'existence heureuse de l'autre. Donc à ce moment-là, il a donc le droit d'avoir tous les droits, et donc je suis censée être, si je ne suis pas possessive et si je suis vraiment en amour, selon Spinoza, et j'oublie ce qu'il dit d'ailleurs, parce que c'est une de mes valeurs fortes, c'est à ce moment-là, je laisse le partenaire être libre, et je suis dans ce qu'on appelle la compersion. Compersion, c'est non seulement c'est zéro jaloux, la compersion, c'est la compétence à inclure la tierce. C'est-à-dire, je me réjouis que la tierce existe, mon rival, la tierce, d'ailleurs c'est plus un rival, c'est une personne, voilà, c'est un alter ego, et je suis heureuse que mon partenaire soit heureux parce qu'il s'enrichit de la relation ailleurs, et du coup ça fait du plus partout. Donc il n'y a pas de moins, il n'y a personne qui perd rien, ça fait du plus de partout, et ça rajoute de la joie, puisque mon amoureux qui va voir ailleurs, il est joyeux, il est heureux, il est plus aimé, donc il me ramène du plus. Donc ça s'appelle la compersion, c'est l'inclusion de la tierce, à tel point, elle est tellement incluse que voilà, on est ravis pour l'autre. Ça c'est plus que zéro jalousie, c'est encore mieux que le zéro jalousie. C'est j'aime le rival, enfin c'est plus un rival, j'aime la tierce personne. J'aime tout ce qui génère de l'amour et de l'intérêt pour mon partenaire. Donc avant d'en arriver
arriver là, moi j'ai de la marge. Et en même temps, c'est intéressant de voir que cette lutte, ce qui m'a beaucoup aidé moi, c'est la lutte contre moi. C'est si je reconnais que je suis un brin jalouse, alors je ne lutte plus contre moi. Il y a une forme de paix qui s'installe, qui est ok, je vais prendre soin de moi, de mes parties blessées, et en même temps, je vais arrêter de me faire la guerre contre moi-même. Parce que ça, c'est vraiment une guerre, c'est vraiment difficile et c'est vraiment souffrant de se vouloir autre quand on n'y arrive pas. C'est des doubles souffrances qui se surajoutent. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas intérêt à dépasser, à transcender la jalousie, mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous êtes débordé, et débordé, ça veut dire envahi, que c'est trop pour vous, bien vraiment prendre du recul, aller se retourner vers soi, regarder toutes ces parties qui sont blessées, les visiter, les explorer, pour mettre du doux à l'intérieur, de la compassion avec vous-même, plutôt que d'aller chercher toujours à l'extérieur. Donc prendre ce temps vers soi, c'est nécessaire. C'est un temps de recentrage, c'est un temps de maturation, et je pense que vous ne pouvez pas faire l'impasse de ce temps-là si vraiment vous êtes débordé à certains moments de la jalousie. Est-ce que j'ai une autre piste? Ah oui, une autre piste, c'est aussi un autre éclairage que je voudrais vous donner, que je trouve vraiment intéressant, en tout cas qui m'aide beaucoup, c'est les archétypes de Jung. Donc dans les archétypes de Jung, il y a ce qu'il appelle le Senex et le Puer a Eternus. Alors, je vous explique. Le Senex, c'est l'archétype du vieux sage. C'est le personnage qui est un peu mélancolique aussi, hein, qui est nostalgique, mais qui a pris le chemin de la connaissance. On appelle le chemin de la vérité, mais la vérité à travers la connaissance. Donc il a, en général, c'est beaucoup des gens qui font de la philosophie ou qui sont intéressés dans les enseignements spirituels, donc qui sortent un peu du monde, du jeu de la vie, pour se retirer dans un monde intellectuel et spirituel et philosophique, pour comprendre le fonctionnement humain et voir que, à chercher comme ça, qu'est-ce qui se joue en nous, eh bien, il découvre que le monde est illusion. Il y a une illusion de croire en l'amour, de se raconter des histoires, puisqu'en fait, comme je vous le disais, la plupart du temps, quand on dit qu'on aime, en fait, c'est parce qu'on répond à des besoins de l'autre et à nos besoins. Donc, on est bien, on se sent aimé parce que l'autre répond à nos besoins. Donc, on se rend compte qu'en fait, on s'utilise les uns les autres, et pourquoi pas. Donc on peut continuer d'utiliser le mot amour, je t'aime à tout va, mais on sait que quelque part, c'est limité. L'amour est limité sur le plan relatif, que quelque part c'est une illusion, et donc le Senex augmente la lucidité. Être dans le Senex, c'est augmenter la lucidité, ne plus croire en tout et n'importe quoi, ne pas se raconter des histoires, ne pas s'illusionner, et c'est sortir du mythe, du rêve du prince charmant. Je donnais une conférence sur la quête du prince charmant, plus que la semaine dernière. Donc c'est arrêter de s'illusionner sur cette histoire-là. Et plus on rentre dans le Senex, plus on s'interroge, plus on questionne, et moins on a des croyances toutes faites sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire on met le doute sur nos croyances et on n'est plus dupe, hein, on sort de la duperie. Alors, si vous êtes trop dans cette partie Senex, parce que ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, puisque je suis l'une des premières à m'intéresser aux mécanismes en jeu, à aller chercher, aller sur la voie de la connaissance pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, ceux qui sont trop dans cette démarche de recherche, de connaissance, ils se désintéressent du monde. C'est-à-dire, c'est plutôt à un moment donné, ça peut être fabriquer des ermites qui disent bon voilà, j'ai plus rien à faire dans le monde, à batifoler, puisqu'à quoi ça sert, à quoi bon tout ça. De toute façon, tout n'est qu'illusion. Donc je vais laisser les autres s'amuser à la cour de récréation, là, batifoler, faire du sensuel, du sexuel, ils disent aimer, mais de toute façon c'est toujours relatif. Donc tout est illusion, donc je vais me retirer et je vais retourner dans ma quête d'absolu, parce que là je suis bien, là, je suis avec moi, je peux être dans l'amour universel, j'ai pas de problème, je me frotte pas à la relation amoureuse, ni aux relations avec les autres, donc là je suis tranquille et quelque part je peux être dans ma réflexion et je peux être bien avec moi. Voilà. Donc quand on est trop dans le Senex, ça va générer comme une forme de mélancolie.
parce qu'à vraiment à saisir que tout n'est qu'illusion, et à rester là-dedans, ben, on se sépare du jeu de la vie, on se sépare du jeu de la relation aussi. Et on rentre dans un monde qui est plus intériorisé, qui est plus intellectuel, qui est plus spirituel, et on reste avec soi, et on peut être très bien avec soi, on peut être très bien dans ce monde-là, et on quitte le lien, on quitte la relation, on dit bon, moi ça m'intéresse plus, je vois que ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'à se raconter des histoires. Alors, la deuxième partie, le deuxième archétype de Jung, c'est le puer a, c'est l'inverse. Le puer a aeternus, traduit en latin, qui s'appelle l'éternel adolescent, l'éternelle adolescente, et en fait c'est l'inverse. C'est l'éternel adolescent, c'est l'extase, l'enthousiasme par la relation. Donc le jeu amoureux, vous connaissez, hein, si vous avez fait des histoires amoureuses, c'est l'enthousiasme de la fusion, c'est le fait d'y croire, c'est le fait de se dire des mots d'amour, d'aller dans la sexualité tantrique charnelle, de vivre des choses fortes, passionnelles, voilà. Et donc ça, c'est l'éternel adolescent qui croit, et qui veut toujours être aimé, qui va souffrir de jalousie, toujours et encore plus, parce qu'il y a quelque chose qui va l'emporter, qui va être passionnel, il veut être aimé, il veut aimer, etc. Et en même temps, ce jeu de la relation amoureuse, comme je disais, on vient du divin, on est divin. Et donc, quand on se prive, si vous êtes trop dans le sénex, si vous vous privez de la relation et du jeu de la relation amoureuse, quelque part, vous vous privez des forces vives du puer. Parce que l'élan, vous savez bien, quand vous êtes amoureux, vous dépassez des montagnes, d'un coup, vous avez plein d'énergie, vous êtes enthousiaste, vous avez une force extraordinaire, voilà. Et donc, ça serait dommage, quand même, de se priver du puer, du côté enthousiaste, de l'élan de vie comme ça que fournit le puer, pour passer dans le monde du sénex, qui est un monde beaucoup plus mélancolique et beaucoup plus retiré d'intériorisation. Donc en fait, pour moi, ce qui va être intéressant, important, ça va être de conjuguer les deux. De conjuguer le puer, c'est-à-dire vivre le jeu de la vie, enfin se permettre de jouer le jeu de la relation, le jeu de la vie, mais tout en ayant une lucidité sur les mécanismes, tout en ayant une lucidité sur je ne me raconte plus des histoires, en même temps je sais que les mythes, se raconter des histoires sur soi, sur les autres, sur l'amour, etc., ben, ça nous pousse à transformer, ça nous pousse à nous dépasser. Hein. Sinon, si on n'avait pas toutes ces histoires qu'on se raconte sur l'amour, ben, on ne déborderait pas d'énergie, on ne transformerait pas les choses. Ouais. C'est souvent grâce à des histoires d'amour moi, que j'ai réussi à réaliser plein de choses. Hein. Si je suis aujourd'hui à créer des conférences, c'est aussi parce que j'ai beaucoup aimé et que du coup j'en fais un sujet de travail. Mais ça nous pousse à nous transcender, ça nous pousse à nous dépasser. Donc se raconter des histoires, c'est pas négatif non plus. Donc pourquoi ne pas utiliser les mythes et les histoires pour jouer au puer, pour utiliser le puer qui est une force vive, qui nous donne de l'élan, qui nous donne l'enthousiasme, qui nous permet de rentrer dans le jeu de la vie parce qu'on est fabriqué pour ça, mais tout en gardant une forme de lucidité sur les manipulations amoureuses, sur les enjeux de pouvoir, sur tout ce qu'on se raconte quand on dit qu'on s'aime, mais quelque part, ben voilà, arrêtez de s'illusionner avec ça pour être déjà moins en souffrance, parce que moins vous êtes dans l'illusion que l'autre il vous dit vous aime et vous y croyez dur comme fer, plus vous savez qu'en fait il nourrit ses besoins à travers vous, mais moins vous allez être en souffrance aussi. La lucidité permet de moins souffrir, d'être moins en contact avec les chocs du réel, puisque le réel n'est plus réel. Vous transformez la réalité par une connaissance, par le fait de savoir que, en fait, tout ce qu'on se raconte, c'est souvent des histoires, parce que sur le plan du relatif, tout ne va rester que relatif. Il n'y a rien d'absolu. Ce qui ne vous empêche pas d'utiliser tout ce qu'on a dit comme piste pour gérer. Hein. J'en ai oublié une d'ailleurs, qui est une piste que j'utilise aussi, qui est de rendre la relation extraordinaire. C'est-à-dire de déplacer votre attention, ça c'est une piste relative, hein, de déplacer votre attention sur ce qui va mal et la déplacer sur ce qui va bien dans le lien entre vous en ce moment et comment vous pourriez développer ça. Donc, être acteur de ce qui va bien dans la relation et continuer d'être toujours et encore plus acteur, plutôt de voir tout ce qui va mal et qui va partir et faire des scénarios catastrophes et planter la jalousie pour l'amplifier. Et ça, ce sont toujours des pistes qui marchent, toutes ces pistes que je vous ai données, qui sont dans le relatif. Alors que pour moi, Jung, il a amené énormément pour moi dans ses archétypes, qui est que comment je peux être dans le sénex tout en étant dans le puer,
être dans le jeu de la vie sans y être, et accepter l'ombre aussi. L'ombre, c'est justement cette lucidité, c'est j'arrête de croire à tout et n'importe quoi. Je me rends compte que on se fait des films, on se fait des histoires, on croit qu'on va s'effondrer si le partenaire s'en va, on ne va pas s'effondrer du tout. Il n'y a rien de grave, en fait, rien ne peut nous arriver sur le plan de l'absolu. Et quand on se raconte ça, on se fait des chocs émotionnels, on se fait des débordements, notre chimie s'envahit d'adrénaline, on dort plus la nuit, plus il y en a et plus il y en a, et plus on est mal. Donc c'est sûr que de trouver une conjugaison entre le sénex et l'hyper, ça peut vous aider à vivre la vie, à être vraiment dans je vis la relation amoureuse, je vis totalement et pleinement ce qui est là, tout en étant lucide, en étant moins dans la souffrance. Donc pour moi, ça c'est une super piste que j'ai trouvée et que je m'évertue d'exercer, en tout cas pour ma vie amoureuse. Je vais vous laisser un temps de questions quand même, si vous avez envie de poser des questions, faire des commentaires. Questions C'est que je parle. Non. Est-ce que certains ont envie de poser des questions? Oui, je vais te passer le micro. Merci. Alors, dans ta présentation, tu n'as pas du tout envisagé la moralité des mœurs, les notions traditionnelles comme l'honneur, et donc tu te places déjà dans une société moderne, parce qu'ici on est dans le village, ça se passe pas comme ça, enfin il me semble. L'honneur. Développe un peu. Eh ben, dans une famille traditionnelle, et ce qu'on appelle la moralité des mœurs, c'est un adultère, c'est une atteinte à l'honneur. C'est-à-dire, c'est quand bien même il y aurait de la tolérance entre les époux, c'est une atteinte à la famille, au nom de la famille, à la maison, à la tradition, à toute la communauté traditionnelle. Oui, mais tout à fait. Dans le modèle traditionnel du mariage, vous êtes dans cette loyauté-là. Je crois que je l'ai dit au tout début, il y a de l'exclusivité à la clé, et donc c'est amoral, ça ne se fait pas du tout d'avoir l'hystère d'adultère, c'est hors de question. Donc là, il est de bon ton d'être jaloux. C'est le dogme, là c'est le dogme de il est de bon ton d'être jaloux, ça veut dire qu'on est dans la norme, et ça veut dire aussi que qu'on compte l'un pour l'autre, qu'on est important l'un pour l'autre, qu'on est fidèle, qu'on se soutient, etc. Et ça répond à des besoins qui sont des besoins d'appartenir au clan, au groupe qui se prévaut de cette valeur-là, de cette valeur du contrat traditionnel du mariage. Donc, pour vous citer parce que j'ai pas parlé des besoins, mais c'est important aussi de voir que dans l'histoire de la jalousie, on va être jaloux aussi si l'autre ne répond pas à certains de nos besoins. Là, tu cites un des besoins qui est le besoin d'appartenance. Donc, il y a beaucoup d'affres de la jalousie si on ne remplit pas ces besoins d'appartenir à un clan, appartenir à un groupe, besoin d'appartenir. Donc, c'est très difficile. Effectivement, ces histoires d'adultère sont très complexes, très difficiles et très souffrantes parce que justement, on risque de sortir du groupe. Voilà. Ça, c'est le besoin d'appartenance. Il peut y avoir aussi, ce que j'ai cité d'abord, et plus il y a de la jalousie souffrante, et plus les besoins sont primaires. Les besoins d'appartenance sont des besoins primaires. Si je suis exclue de cette famille-là, c'est très compliqué parce qu'il y a besoin d'appartenir à ce groupe, à cette famille. Et si c'est une famille très rigide, comme ça peut être très difficile de sortir du clan. D'autres besoins primaires sont les besoins de sécurité. Donc, je vous ai dit que la jalousie a toujours, la plupart du temps, un trait avec l'insécurité primaire. Donc, les besoins de sécurité, c'est tout en bas de la pyramide de Maslow, donc c'est vraiment ça qui tiraille le plus. Je ne me sens pas en sécurité quand le partenaire va lui desservir. Il peut y avoir des besoins dans l'amour, dans la relation amoureuse, des besoins de soutien, ça aussi c'est assez primaire. Si je tombe malade, il sera là pour moi.
Voilà, ou si je suis, je sais pas, j'ai besoin de bricoler, il sera là pour moi, je sais pas bricoler, enfin, besoin de soutien, besoin d'être voilà, d'ailleurs on dit souvent à deux on est plus fort que tout seul. Voilà. Donc ça c'est les besoins de soutien et on s'imagine, on se raconte l'histoire qu'à deux, voilà, on a besoin d'être soutenu, ce qui n'est pas forcément vrai, c'est pas faux, sur le plan du relatif tout est bon. Les besoins de soutien, on peut avoir ensuite des besoins de lien, hein, de connexion. Certains profils de personnalité sont très en prise avec les besoins d'être connectés à l'autre de manière authentique. Donc j'ai besoin de sentir le lien, j'ai peur de me sentir abandonné, etc. C'est aussi des besoins, de me sentir en lien avec toi. Il peut y avoir des besoins de partager après, de complicité, hein, de partager. Je partage avec toi des activités, des loisirs, de la créativité, des choses que j'ai envie de t'offrir, je suis attentionnée. Donc c'est des besoins de partage. Donc en général, quand il y a de la jalousie, ça a souvent un trait avec les besoins primaires. C'est ceux-là qui ne sont pas nous. Donc alors c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous dites je t'aime, quand l'autre vous dit vous êtes. Souvent, il répond à des besoins. Voilà, ma question, j'avais assisté à une conférence où vous aviez parlé des amours pluriels. Oui. Comment, quand vous acceptez les amours pluriels, vous pouvez être jaloux? Ben voilà, j'ai un bon exemple. Je sais pas, c'est bien que je vienne témoigner. Parce que ça voudrait dire, si vous êtes l'hypothèse ici qui est faite, c'est vivre en amour pluriel, ça veut dire ne plus être jaloux du tout. Ben, certains oui, et certains non. Enfin, alors, évidemment, le curseur ne va pas être très élevé pour les personnes, parce que sinon, ils ne viennent pas dans ce modèle-là, c'est pas possible. Mais c'est possible d'être un peu jalouse, parce que selon l'histoire, et moi, mon histoire de base, mon histoire de base, elle me sollicite sur la jalousie, parce que moi, j'avais un père qui s'intéressait plus, enfin j'ai eu l'impression, c'est peut-être pas forcément vrai d'ailleurs, mais moi mon vécu c'est que mon père s'intéressait plus à ma sœur qu'à moi. Et donc ma difficulté, d'où l'histoire d'Arina, donc ma difficulté c'était d'obtenir l'attention de mon père sur moi. Donc quand mon partenaire actuel commence à regarder ailleurs, où je sais qu'il va, c'est pas compliqué, parce que des fois on est sur le même territoire et dans le même endroit et il va voir ailleurs. Et donc là ça commence à, même si je sais qu'il me revient, je commence à me faire des films, à être en prise avec la jalousie. Parce que j'ai cette histoire avant, qui est réactualisée. Et que si j'avais pas ça, ou quelque chose de plus tranquille, au niveau de ma base et de mes histoires, je serais beaucoup plus détendue. Mais en réalité, personne n'appartient à personne. Évidemment, personne. Mais au clair, ça c'est l'absolu. Évidemment qu'il n'y a pas dans la possessivité, c'est pas une bonne idée, on peut émettre, je suis la première à dire ça. Que effectivement personne n'appartient, on est des êtres libres, que personne n'appartient. Ça n'empêche pas que cet idéal de jouer la carte de la non-possessivité n'est pas toujours en lien avec nos histoires physiologiques. Parce que je vous rappelle qu'ici, on est dans de la physiologie pure. C'est pas contrôlé par la volonté, cette histoire d'interprétation du danger. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de danger. C'est l'idée que je me fais que l'autre part. C'est bien notre histoire à passer. Donc il y a une lutte entre mon idéal très noble de non-possessivité, qui est quelque chose de l'absolu. Hein. On est des êtres libres et on est tous reliés les uns et aux autres. Donc à la limite, on n'aura même pas besoin de posséder. Hein. Et en même temps, on est en prise avec notre physiologie, avec nos histoires de l'enfance, etc. C'est pour ça que les pistes pour dépasser la jalousie sont quand même intéressantes à exploiter, pour diminuer le curseur. Mais n'empêche qu'il y a des personnes qui seront beaucoup plus sensibles que d'autres vu leurs histoires de base. Je pense qu'il y a plusieurs relations. Dans la mesure où l'autre ne le sait pas, c'est effectivement plus blessant que quand l'autre le sait. Parce qu'il y a une question d'honneur, enfin d'amour propre. Oui, il y a l'amour propre qui est touché. En plus, il y a la trahison. On prend l'autre pour un imbécile quand c'est pas dit. Oui, il y a double blessure. Voilà. Mais il y a double blessure aussi. Il y a double blessure. Il y a même triple. Il peut y avoir double ou triple blessure. Il y a la blessure, effectivement, qu'on apprend qu'il finit par partir ailleurs, s'intéresse à une autre, ou il est avec quelqu'un d'autre. Ça, on ne le savait pas. Il y a le mensonge. Et puis, il peut y avoir aussi je ne veux pas être jalouse et je le suis. Tu vois, il y a des blessures qui se surajoutent les unes derrière les autres. Donc ça, plus ça enflamme le terrain. Donc à un moment donné, ça fait une
l'apogée de la crise. Voilà. Je voudrais vous passer, à moins que vous ayez une autre question. Quelqu'un a une autre question? Ouais. Et après, on m'a fait signe, mais je voulais vous passer une chanson sur la jalousie que j'aime bien. Maurice Salvador, pour clore. Moi, je pense quand même que quand on est jaloux, pas peut-être toujours, mais je pense toujours qu'il y a un fond quand même de vérité. C'est-à-dire que l'autre, dont on est jaloux, crée un désir chez le partenaire avec qui je suis, ou que le partenaire a eu une attirance pour cette personne. Je pense. Pas toujours, mais je pense, parce qu'on n'est pas tout le temps jaloux. On est jaloux de certaines personnes. On est jaloux de certaines personnes, on n'est pas tout le temps jaloux, avant que ça ne soit pas pathologique. Mais, et donc, je pense que l'image de cet objet, l'autre est agréable quand même, il y a un fond de désir qu'on a vu et qui nous rend jaloux. Parce que là, je rejoins, on a de l'insécurité, etc. On est dans le climat, mais je crois qu'il y a une vulgarité. Oui, mais c'est plutôt pas mal, même, je dirais, parce que pour moi, le désir vers d'autres alter ego, d'autres personnes, c'est sain, puisque c'est la libido. La libido, c'est notre élan de vie, c'est notre élan du désir, c'est notre élan de notre attraction sexuelle. Et donc, qu'on soit traversé par le désir et qu'on ait de la libido, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt sain, ça montre que vous êtes en bonne santé. C'est plutôt l'inverse qui serait pas sain. C'est quelqu'un qui n'a aucun désir pour personne d'autre que vous. Moi, je serais plutôt inquiète. Je me dirais, il y a une fuite de l'énergie vitale, il y a peut-être un souci chez ce partenaire, il est peut-être un peu bizarre, il ne va pas très bien. Parce que qu'on ait du désir, je dirais, on est des êtres de désir, donc c'est plutôt normal qu'on ait des pulsions de désir qui partent un peu, pas que sur les histoires d'amour d'ailleurs. Voilà, qu'on ait du désir, c'est plutôt même très très sain. Après qu'on passe à l'acte ou pas, c'est autre chose. Après qu'on joue sur j'ai du désir ailleurs pour vérifier que je compte pour toi, ça c'est autre chose. Il y en a qui peuvent jouer sur ce terrain-là. Je te montre que j'ai du désir ailleurs et j'en parle. Parce que comme ça, si tu es jaloux, ça c'est dans le modèle traditionnel. Si tu es jaloux, ça veut dire que tu comptes pour moi, je compte pour toi. Bon, voilà, on est toujours dans les affres de l'insécurité. Je suis insécurisée, donc je vais te rendre jaloux. En te parlant, mon désir pour d'autres. Mais que la personne ait du désir, mais tant mieux pour elle. Qu'elle soit traversée par son désir, c'est magnifique. Magnifique, vous êtes vivant dans votre désir, vous êtes pleinement vivant. Il ne s'agit pas de se couper du désir, ça serait dommage. Moi, je serais inquiète. Si mon partenaire ne regardait plus aucune fille, ça commencerait à m'inquiéter sérieusement. Je me dirais, oh là là, il va vraiment pas bien, il va tout ratatiner, tout ramolli, il n'a plus envie de rien, il commence un peu à être dépressif. Donc, c'est pas du tout gênant qu'on ait du désir, au contraire, c'est plutôt plus. C'est la réponse, ça n'appartient qu'à moi. Donc, merci d'avoir été impliqué, participé à cette conférence sur la jalousie qui nous concerne, plus ou moins tout ça. Bravo. Non, j'ai vu, je crois que c'était 10. Attends, comment on fait? Comment ça? Et le repas, j'aurais dû faire le fait passer. Et le voyage s'est entré, nous ne l'avions pas invité. Je ne connaissais que son nom, la jalousie. Alors, dans la maison de notre amour, son compagnon s'est faufilé, il avait le regard inquiet. Je me souviens qu'il s'appelait le doute. Après la trahison n'a pas tardé, et l'amertume et les regrets, entre nous le mur grandissait, il nous éloignait l'un de l'autre. Alors, dans la maison de notre amour, soudain la porte s'est ouverte pour laisser passer tous les autres.
tous ceux qui font mourir les fleurs. Et le mur est monté si haut que la maison de notre amour s'est écroulée sur le bonheur, sur nos deux cœurs inguérissables. Et les visiteurs sont partis pour saccager notre maison en nous laissant la nostalgie, en nous laissant